Bonjour et bienvenue. On a tous déjà eu ce sentiment, non? Que le paysage politique est devenu un peu illisible, que les vieilles étiquettes de gauche ou de droite, eh bien, elles ne veulent plus dire grand-chose. Aujourd'hui, on va justement explorer ensemble pourquoi cette carte politique est devenue si floue et surtout par quoi elle a été remplacée. C'est la grande question. Être de gauche ou de droite, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Les lignes sont totalement brouillées. On voit des idées qu'on croyait opposées qui se retrouvent du même côté. Alors pour comprendre ce qui se passe maintenant, rien de tel qu'un petit retour en arrière, là où tout a commencé. Allez, c'est parti. La première clé pour déchiffrer le désordre actuel se trouve, et c'est assez ironique, à la naissance même de cet ordre politique. On part en France, direction 1789. Ça peut paraître un peu fou, mais c'est l'histoire vraie. L'origine de cette division, qui a quand même façonné plus de 2 siècles de politique, eh bien elle n'est pas du tout idéologique à la base, elle est géographique. Une simple question de qui s'assoit où dans une salle. Et voilà la division de départ hyper claire. Lors d'un débat crucial sur le pouvoir du roi, ceux qui voulaient limiter son autorité, les révolutionnaires, se sont mis à gauche. Et de l'autre côté, ceux qui soutenaient la monarchie, la tradition, les royalistes, se sont assis à droite. C'était aussi simple que ça, la gauche pour le changement radical, la droite pour la conservation de l'ordre ancien. Bon, évidemment, cette simplicité n'allait pas durer. Un siècle plus tard, une autre révolution, cette fois-ci industrielle, vient tout chambouler. Et là, le débat change complètement de nature. La question, ce n'est plus tellement le pouvoir du roi, mais l'argent. Qui le crée et surtout, qui en profite? Ces frises, elles montrent parfaitement ce glissement. On part d'un conflit purement politique, monarchie contre république. Puis, avec l'arrivée des usines, ça devient un conflit économique. Les ouvriers contre les patrons. Et enfin, tout ça se structure en grands mouvements. La gauche devient la voix des partis de masse, des syndicats, alors que la droite, elle, va plutôt représenter les élites économiques et les partis de cadres. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque pays a adapté ce modèle à sa sauce. Au Royaume-Uni, on a le bipartisme historique, conservateur contre travailliste. L'Allemagne, marquée au fer rouge par les extrêmes, a bâti un système qui favorise les grands partis centraux. Et puis il y a le cas des États-Unis, qui est fascinant. Comme il n'y a pas eu de grande tradition socialiste, leur débat se joue en fait entre un centre-droit, les démocrates, et une droite bien plus affirmée, les républicains. Et tout ça, ça nous amène à aujourd'hui. Parce que ce vieux monde, ces grandes familles politiques bien définies, est en train de s'effondrer sous nos yeux. Pas à cause d'une nouvelle grande idéologie, non, mais à cause d'une force beaucoup plus personnelle. Le concept clé pour comprendre notre époque, c'est celui d'égocratie, littéralement le pouvoir de l'ego. Pour le dire simplement, la politique est devenue une affaire de personnalité plutôt que d'idées. On ne vote plus vraiment pour un programme, on choisit une personne. Et le carburant de cette nouvelle politique, ce sont bien sûr les médias et les réseaux sociaux. L'image prend complètement le pas sur le fond. Le but, ce n'est plus de convaincre avec un raisonnement solide, mais de créer une connexion émotionnelle, un lien affectif. En un mot, le savoir-faire est devenu plus important que le savoir-faire. Voilà, cette petite phrase, elle résume tout. Le candidat devient une marque, son histoire, sa façon de parler, son style. Tout ça, c'est ça le programme. Le message, ce n'est plus une liste de promesses, c'est la personne elle-même. D'accord. Alors, si l'axe gauche-droite n'est plus la boussole principale, à quoi ressemble le paysage politique? Eh bien, on voit apparaître de toutes nouvelles lignes de fracture, des divisions qui redessinent complètement la carte. Prenons l'exemple de la France, c'est très parlant. Le vieux match à 2 est devenu un combat à 3. On a un grand bloc central, souvent qualifié de pro-système, qui se retrouve face à 2 oppositions radicales, une à chaque extrême. Le résultat, une sorte de politique de siège permanent, où trouver une majorité stable devient un vrai casse-tête. Et ces fractures, elles traversent toute la société, bien au-delà des partis. On peut être très écolo et vouloir moins d'impôts, ou être très attaché aux traditions et réclamer plus de services publics. Ces nouvelles alliances d'idées rendent les vieilles étiquettes complètement obsolètes. En fait, au cœur de toutes ces tensions, il y a un conflit encore plus profond sur la nature même de la démocratie. D'un côté, il y a la vision de l'État légal. La loi, c'est ce que les représentants élus du peuple décident. Point. De l'autre, l'État de droit. La loi elle-même doit respecter des principes supérieurs, comme les droits fondamentaux, qui sont garantis par des juges. C'est vraiment une tension entre la volonté de la majorité et la protection de tous, y compris des minorités. Et ce dilemme, on le résume souvent à cette opposition. La République des citoyens, celle qui s'exprime par le vote, contre la République des juges, qui protège la Constitution. Qui doit avoir le dernier mot? C'est peut-être ça le grand débat qui traverse toutes nos démocraties aujourd'hui. On termine donc avec cette question qui nous renvoie finalement à nos propres choix. Si les partis ne sont plus des boussoles fiables, qu'est-ce qui nous guide dans les couloirs? L'attirance pour une personnalité, une émotion passagère, ou alors de nouvelles convictions qui cherchent encore à se faire entendre? C'est peut-être ça le plus grand défi de notre démocratie actuelle.